Laura Pouget nous a rejoint pour, c'est quand même l'heure de votre histoire, on va continuer à l'appeler comme ça, l'histoire du jour. On a voulu faire un point avec vous sur les gardiens de la Révolution, l'un des piliers de ce régime iranien. Oui, depuis vendredi, Magali, on voit que ce sont les têtes de ces gardiens de la Révolution qui sont ciblés en priorité par Israël. Dès le premier jour de son opération, Tsahal a tué Hossein Salami, commandant en chef de l'organisation depuis 2019, ainsi qu'un autre commandant, le général Gholam Ali Rachid, et le dirigeant des forces aérospatiales, Amir Ali Hajizadeh. Ce sont leurs portraits que vous voyez ici portés à Téhéran, comme ceux de martyrs, dans un article du journal Le Monde daté de 2022 qui tentait d'expliquer ce qu'étaient vraiment ces gardiens de la Révolution. On pouvait lire la description suivante: un pouvoir à la fois policier, militaire et économique, un État dans l'État, voire plus puissant que l'État. Et on sait comment s'est constitué ce pouvoir ? Les gardiens de la Révolution ont été créés en 1979, l'année de l'avènement de la Révolution islamique, pour pallier l'insuffisance de l'armée iranienne. C'est une organisation paramilitaire, assemblage de différentes milices, soumises à l'autorité de l'ayatollah Khomeini. On appelle ses membres les Pasdaran. C'est avec la guerre Iran-Irak qui débute en 1980 qu'ils vont acquérir leur réputation. Ils se font une spécialité des assauts suicides pour épuiser les forces irakiennes, parfois en utilisant de très jeunes garçons, encore des enfants, envoyés en première ligne. On les voit défiler ici dans les rues de Téhéran. C'était le 12 juin 1981. La guerre fera des centaines de milliers de morts parmi ces gardiens de la Révolution, mais leur donnera aussi la possibilité d'étendre leur pouvoir sur le pays, car à la fin, en 1988, elle va durer longtemps cette guerre, ils vont se placer aux avant-postes de la reconstruction de l'Iran. C'est de cette époque que date par exemple la création de leur holding. Oui, ils ont une holding, la Khatam Al-Anbiya, qui gère aujourd'hui plus de 800 sociétés iraniennes. Alors on est loin des milices des débuts. Selon le département d'État américain, ils géraient 30% de l'économie. Selon certains experts, ce serait même les 2 tiers. Ouais. Donc on en est très très loin. Ils sont très structurés, comme une armée régulière en fait. Une force terrestre, une force aérospatiale, on l'a vu, avec la mort d'un de ses chefs, une force navale. Ils ont aussi un service spécial, la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures de l'organisation. C'est elle qui a été envoyée en Syrie pour venir en aide au régime de Bachar al-Assad dans les années 2010. Bachar al-Assad fait la guerre en Syrie comme notre adjoint, ira jusqu'à dire, dans ces années-là, l'un des gradés chargé de superviser cette intervention. En 2020, les États-Unis feront assassiner le patron de cette force Al-Quds, le général Rassam Soleimani, accusé d'être responsable de centaines de morts américains en Irak. En Iran, il était perçu comme plus influent pour la politique étrangère de son pays que le ministre des Affaires étrangères lui-même. Des rumeurs avaient couru sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Alors, et les gardiens de la Révolution ont des liens avec le pouvoir politique ? L'organisation alimente le pouvoir politique, la preuve par exemple avec Mahmoud Ahmadinejad, issu de ses rangs, et souvenez-vous, président de 2005 à 2013, mais qui fut ensuite empêché de se représenter alors qu'il le désirait, parce que le guide suprême, lui, ne le souhaitait pas. L'ayatollah Khamenei reste le sommet du pouvoir en Iran. Le corps des gardiens de la Révolution constitue, si on peut dire, la strate numéro 2, comme le définissait récemment un essayiste du média Le Grand Continent. Ils le maintiennent au pouvoir et ne permettent à personne de remettre en question son autorité ou sa légitimité. En retour, l'ayatollah leur donne essentiellement les clés du royaume, toutes les ressources dont ils ont besoin, tous les pouvoirs qu'ils demandent et presque toutes les politiques qu'ils préfèrent. Merci beaucoup Laura. Effectivement, c'est des structures extrêmement impliquées entre le guide suprême et les gardiens de la Révolution. Qui est le plus puissant, d'après vous ? Juste pour compléter une chose, c'est Kahani, qui était le successeur de Soleimani, a également été tué samedi. Oui. Donc c'est un élément qui est important aussi. Et il y a, en fait, les gardiens de la Révolution ont pris cette importance économique après la guerre, justement, parce que durant la guerre, ils se battaient. Donc la guerre avec l'Irak ? Exactement, qui a duré donc quasiment après la Révolution jusqu'en 1988-89. Et donc ensuite, le président Rafsanjani, ne sachant pas trop comment leur redonner une place, un rôle, et il ne voulait pas qu'il lui crée des problèmes, mais il les a intégrés dans l'économie. Il s'est même partagé certains business, puisque Rafsanjani était un homme d'affaires, pas seulement un mollah, et donc il y a des sociétés dans lesquelles il était en commun avec eux. Le président du Parlement actuel est issu des rangs des gardiens de la Révolution. Par rapport à votre question, qui est le plus fort ?
Moi, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, Khamenei, en apparence, est le plus fort parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a écarté les personnalités qui avaient un charisme chez les gardiens pour mettre que des gens qui lui sont acquis. Sauf que quand même, en arrière-plan, il y a encore 2 gardiens charismatiques, comme je le disais. Donc, il y a Mohsen Rezaï et Mohammad Jafari, qui ont été pendant une dizaine d'années chacun les chefs de ces gardiens de la Révolution et qui sont encore bien présents et bien là. D'ailleurs... c'est eux, pour vous ? C'est eux les vrais détenteurs du pouvoir iranien ? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va mobiliser... l'Iran aujourd'hui compte sur ses armes, sur sa capacité militaire. Ce n'est pas sur sa capacité réellement religieuse aujourd'hui pour se battre. Donc la capacité militaire, elle dépend plus de ces 2 hommes que de Khamenei. Mais cela dit, étant donné que Khamenei est le guide suprême et qu'eux n'ont pas un rôle officiel, même s'ils sont présents au Conseil national de sécurité, c'est lui qui a quand même officiellement la main. Mais je dis que s'il venait à être tué ou s'il mourait, on dit depuis des années qu'il a le cancer, on ne sait jamais, à ce moment-là, il peut y avoir une prise de contrôle directe de la part des gardiens. En fait, on parle de cette prise de contrôle directe des gardiens depuis des années. En fait, on disait que Soleimani, Jafari et Rezaï, ces 3 personnes les plus charismatiques, préparaient ou pensaient à faire une république islamique sans Mollah, c'est-à-dire qu'il ne serait plus une théocratie, mais qui continuerait à être une république islamique, mais directement dirigée par les gardiens de la Révolution. Et une dernière chose, le Hezbollah a été créé de toutes pièces par les gardiens de la Révolution. En fait, dès 1979, Khomeini a envoyé des passedarans, donc les gardiens de la Révolution, dans la Beka libanaise. Et 3 ans plus tard, il y a eu le djihad islamique. Et ensuite, il y a eu d'autres petites structures comme Amal islamique et autres. Et ensuite, en 1985, ils se sont officiellement unifiés pour former le Hezbollah. Est-ce que les gardiens de la Révolution sont responsable de la répression dont on voit les conséquences parfois? Oui, parce qu'on parlait du président Ahmadinejad. Rappelez-vous 2009, son élection extrêmement contestée. Il y a des milliers de personnes qui descendent dans la rue, notamment des jeunes. Et là, ce sont les Bassidjites, c'est-à-dire la milice, justement, qui est en charge de la sécurité intérieure, de la répression, qui fait partie de ces gardiens, qui a pour ordre de tirer sur la foule pour empêcher toute contestation. Quand il y a ce mouvement Femmes, Vie, Liberté que l'on voit ces femmes descendre dans la rue après l'assassinat de Mahsa-Amini. Là aussi, ce sont les Bassidji qui sont à l'œuvre de la répression. Donc, en fait, les gardiens de la Révolution, c'est vraiment, comme le disait Laura, un État dans l'État qui tient à la fois les leviers économiques et puis les leviers aussi répressifs de la répression et de la sécurité intérieure. C'est l'ennemi d'Israël. D'abord, les gardiens de la Révolution. Oui, c'est un peu le bras armé. Mais enfin, l'ennemi d'Israël, c'est aussi une posture idéologique, évidemment, pour le maintien du régime. C'est absolument essentiel. C'est, je dirais, le 2e pilier avec la religion. Il faut un ennemi désigné. Donc, on sait que c'est Israël depuis toujours. Les gardiens de la Révolution, ça a été très bien expliqué. C'est effectivement à la fois un État dans l'État et presque, on peut dire, c'est l'État iranien. Les gardiens de la Révolution sont l'État iranien quasiment à eux tout seuls. Tellement leurs activités à la fois économiques, politiques, répressives sont étendues. Un détail, une anecdote si vous voulez, les journalistes qui vont en Iran le savent, pour obtenir un permis pour aller travailler en tant que journaliste, faire du reportage en Iran, il faut évidemment remplir des formulaires pour avoir un visa, mais il faut aussi, lorsque vous arrivez sur place, aller voir quelqu'un qui va vous donner contre 1 000 ou 2 000 $ le droit de travailler sur le territoire iranien en tant que journaliste. Et cette personne, c'est toujours un gardien de la Révolution. Bon, l'État plus puissant que l'État, disait Laura, c'est l'État en fait. Vous savez, on fait des comparaisons, c'est toujours facile de faire, mais c'est un système politique, c'est un système militaire mais politique. En fait, vous savez, Adolf Hitler a créé un modèle comme ça, les SS c'était une arme politique. Alors je n'y vais pas jusque-là parce que c'est pas la Shoah, on n'est pas dans le même modèle, mais c'est un modèle terrifiant. Moi je vois le nombre de femmes qui ont été pendues sous prétexte qu'elles ne portaient pas le voile. Enfin, il y a des trucs complètement incroyables. Cette nuit, ils ont pendu
un agent convaincu voilà. d'espionnage en Iran. Ouais. Alors de nuit, comme ça, vite fait, pendu entre deux, enfin, c'est monstrueux. Ils en annoncent d'autres, hein, Oui, parce bien sûr, qu'ils ont dit que la justice allait agir rapidement. Donc ça va être exactement le même scénario. Donc ce sont des exactions, je veux dire, ce sont des meurtres. Et donc effectivement pour ça, et donc malheureusement pour eux, quelque part, pour les Iraniens, parce que l'ensemble des Iraniens ne fonctionne pas comme ça, bien évidemment, mais ça projette une image catastrophique et qui alimente et qui permet encore une fois à Israël d'être performant et d'aller dans le pays pour régler le problème. Donc entre ça, le nucléaire et puis les passes d'Aran, c'est puis terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui Israël n'a aucun intérêt à dégrader son image en faisant un Gaza bis. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, la communauté internationale, elle est globalement derrière les Iraniens. Même le président Macron, hier ou avant-hier, au Groenland, a considéré que, encore une fois, qu'Israël était dans son droit. Ouais. Ça, vous voyez, Israël allait aussi loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aller toujours plus loin. L'armée Tzahal, vendredi, disait que ça allait durer 15 jours, la guerre en Iran. Moi, je pense que ça va durer plus longtemps que 15 jours. Toujours. Oui, c'est pas possible que... Enfin, vous voyez, en 15 jours, ils finiront pas du programme nucléaire iranien.